Du 13 au 14 janvier prochain, la capitale malienne Bamako accueillera le 27e sommet Afrique-France pour le partenariat, la paix et l'émergence. Reportage, débat, focus, décryptage. Vivez du 11 au 15 janvier le 27e sommet Afrique-France tous les soirs sur Vox Africa, UBIS News et Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et content de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Vox Africa, UBIS News et Equinox Télévision. Nous sommes actuellement à Bamako à l'occasion du 27e sommet Afrique-France qui se tiendra les 13 et 14 janvier prochains. En prélude à l'événement, un forum des jeunes a été organisé pour évoquer la place que sera appelée à jouer la jeunesse dans le développement futur du continent. L'occasion pour nous d'en parler des problèmes de la jeunesse avec un jeune, Smith Herman Awandjinou. Il est le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère béninois des Sports. Smith Herman, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander un forum ou bien un sommet comme le sommet qui se prépare actuellement. En quoi est-ce que cela concerne la jeunesse? Déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez de parler au nom de la jeunesse africaine. Déjà, nous sommes dans un continent où la majeure partie de la population, environ 70%, est essentiellement jeune. Et le chef d'État aujourd'hui a un sommet et qui veuille déjà rassembler les jeunes et discuter un peu, entendre un peu la priorité de la jeunesse. Je trouve que c'est une démarche à saluer puisque nous préparons l'avenir à partir d'aujourd'hui. Okay. Et c'est justement pour ça que les jeunes ont bien leur place au niveau de la préparation de ce sommet pour se faire quand même aussi entendre. Okay. Maintenant, avant d'évoquer les difficultés liées au cadre ou bien à l'environnement, est-ce que vous estimez que les jeunes Africains innovent assez? Parce qu'il faudrait peut-être le remarquer, il y a très peu d'innovations qui sont en provenance de l'Afrique. Oui, c'est vrai que ça remonte à la question d'abord de formation. La question de formation dans la mesure où sur le continent, c'est vrai qu'il y a des universités, mais les universités pointues telles que par exemple l'université spécialisée informatique qui peut former des génies. Par exemple, le cas de Rwanda, par exemple, où il y a une université qui remplit les normes internationales, qui produit des jeunes informaticiens qui sont à même d'inventer des applications pour vendre même en Occident. Ces gens d'initiatives sont rares sur le continent. Il faut d'abord remarquer ça. Mais avec les moyens de bord, je dirais, les jeunes Africains ne donnent pas sur le laurier. Les jeunes Africains sont ceux-là qui, quand même, sans avoir beaucoup de ressources, sans avoir beaucoup même de formation, innovent et arrivent à trouver au fond d'eux-mêmes des solutions, pas uniquement pour eux, mais au-delà pour la population. On peut citer beaucoup d'exemples, par exemple dans le domaine agrobusiness, où nous voyons des jeunes qui, quand même, n'ayant pas reçu la formation, par exemple, d'agriculteur, sur l'État, se convertit en agriculteur et arrive à développer une ferme et qui, quand même, donne de la ressource, de la valeur ajoutée dans leur pays. Je le disais tout à l'heure au lancement, un forum actuellement se déroule sous le thème jeunesse et entrepreneuriat. Est-ce que d'après vous, en Afrique, les conditions sont assez réunies? Vous avez évoqué le déficit d'éducation, mais ce n'est pas seulement ça. Est-ce que d'après vous, les autres facteurs qui sont indispensables à l'émergence de l'entreprise sont réunis ici en Afrique? Très belle question, cher ami. Je pourrais déjà vous dire que c'est déjà la volonté de l'État central qui devrait, de nos différents États, qui devrait, comment dire, donner ces genres de conditions. Si nous parlons par exemple, comment dire, l'assainissement, par exemple, l'assainissement fiscal, sur le plan fiscal, comment faire pour encourager les privés à investir dans les pays et se sentir en sécurité, c'est déjà à partir de ce niveau-là qu'il faut commencer à voir les environnements. Est-ce que l'environnement est propice? C'est vrai que de par le passé, c'est beaucoup plus difficile pour les entrepreneurs de pouvoir émerger, de pouvoir créer, de pouvoir employer des jeunes pour un peu aider l'État dans sa fonction régalienne, qui est le fait de trouver de l'emploi aux jeunes. Et nous savons tous que dans les pays développés, dans les pays qui se veulent prospères, ce n'est pas l'État qui emploie tous les citoyens, ce n'est pas l'État qui emploie tous les diplômés. Mais l'État donne les conditions nécessaires aux nationaux et étrangers de pouvoir investir pour pouvoir maintenant engranger d'autres jeunes pour servir. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile d'accuser l'État, de dire que l'État ne met pas à la disposition des jeunes entrepreneurs tous les moyens qu'il faut? Je voudrais d'abord vous rappeler qu'en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, beaucoup de jeunes ne rêvent que de travailler pour la fonction publique, d'être fonctionnaire, de s'asseoir dans un bureau et d'être payé par l'État. Mais est-ce que donc ce n'est pas un déficit déjà au niveau des jeunes?
Je voulais vous dire tout à l'heure que quand je parlais de l'État, je disais il y a quelques années, aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité. Il y a beaucoup de chefs d'État qui font beaucoup d'efforts quand même pour assainir un peu l'environnement fiscal et permettre à ce que beaucoup de jeunes aillent au niveau de l'entrepreneuriat. Et je voulais par exemple citer le cas béninois, que nous avons un président qui a quitté le privé et qui est aujourd'hui le chef de l'État et qui comprend les difficultés d'un privé. Donc qui est en train de travailler à rendre cet environnement propice à l'entrepreneuriat parce que conscient que l'État ne peut pas employer tous les diplômés qui sont en train d'émettre la volonté du travail. Et justement, votre constat par rapport aux jeunes qui veulent travailler dans la fonction publique, moi je n'ai pas fait ce constat. Peut-être qu'avant, les gens avaient fait ce constat. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de jeunes Africains veulent être des patrons, des boss. Genre, je veux avoir ma propre entreprise, mon propre business pour pouvoir employer d'autres personnes. Il y a beaucoup qui sont dans cette dynamique aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, c'est un peu comme encourager, susciter l'engouement nécessaire qu'il faut au niveau de l'État central ou des États centraux au niveau de notre continent pour les amener à aller vers le fait de rendre beaucoup plus propice cet environnement et encourager ces jeunes. Parce que aller à l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent oser et qui ont besoin juste de l'accompagnement de nos dirigeants pour faire le pas. Cet accompagnement-là, ça pourra peut-être venir du patronat. Est-ce que vous pensez que la transition se prépare assez? Parce que des jeunes ou peut-être des patrons qui ont déjà réussi leur business, qui ont roulé leur boss dans le domaine, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils tiennent la main des plus jeunes pour leur montrer le chemin? Voici le monde de l'entrepreneuriat, comment est-ce que vous pouvez y aller? Bon, c'est un peu mitigé par rapport à la question, mais pour ce qui est de ma part, je ne vois pas beaucoup d'aînés dans ce domaine qui tirent d'autres personnes à être prospères. Mais je ne voudrais pas être alarmiste. C'est sûr qu'il y en existe, je ne suis pas dans tous les secrets, c'est sûr qu'il y en existe qui essayent quand même de donner la main aux plus jeunes pour pouvoir... s'il n'y en a pas, c'est le moment, c'est un appel que nous lançons. Jeunes, aujourd'hui, nous ne voulons plus être un problème, nous ne voulons plus être des mots. Nous sommes des partenaires. Nous voulons participer à la construction de notre continent. Et donc, ceux qui ont la chance de prospérer n'ont qu'à partager leur expérience avec nous autres et les jeunes qui sont prêts à aller dans le domaine de l'entrepreneuriat pour qu'avec eux, ensemble, rêver et apporter une solution quand même à la question de sous-emploi, aux questions de développement. Parce que si nous sommes nés en Afrique, c'est parce que nous avons une mission. Pourquoi tout le temps ce continent, malgré tous les atouts que nous avons et qu'on est toujours là? Ça veut dire que nous avons une mission. Tant que la mission n'est pas accomplie, l'Eldorado n'est pas aux États-Unis ou en Occident ou en Europe. Moi, je vous le dis, si les États africains commencent par travailler et à donner ce que les jeunes veulent en allant aux États-Unis ou en Occident et en trépassant dans les mers, si on commence par rendre l'environnement propice ici, aucun Africain, aucun jeune diplômé sans emploi n'a jamais voulu aller juste parce qu'il faut aller. C'est parce qu'il n'y a pas l'emploi, c'est parce qu'il n'y a pas l'accompagnement de l'État, c'est parce qu'il n'y a pas le soutien nécessaire que les gens sont obligés de se jeter à la mer, espérant le bonheur de l'autre côté. Justement, nous sommes au sommet Afrique-France. La France s'est présentée, ou du moins, beaucoup d'Africains rêvent de la France comme étant l'Eldorado, l'Europe en particulier. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France aura sa partition à jouer dans cette longue marche africaine vers l'entrepreneuriat qui est d'ailleurs dans le thème de ce sommet? D'abord, je te remercie beaucoup. Franchement, personnellement, je ne pourrais pas parler au nom de la France ou bien évoquer des questions qui concernent la France. Je pourrais dire que nous sommes dans un processus de globalisation et que tout le monde aujourd'hui, comme on le dit, le monde est devenu un village planétaire. Le problème africain peut avoir de répercussions et d'ailleurs a de répercussions. Quelqu'un a dit tout à l'heure, quand je discutais avec les jeunes dans un atelier, que quand les gens viennent détruire le paradis des autres, il faut quand même qu'ils acceptent que ceux-là quittent l'enfer pour rejoindre le paradis. Comme pour dire? Comme pour dire, si le problème qui se pose en Afrique n'est pas vu du point de vue mondial, réglé par les hommes de la terre, c'est qu'il peut y avoir de répercussions sur ceux qui croient, qui sont stables, qui sont à l'abri de tout problème. Donc, la France et tous les autres pays d'ailleurs, toutes les puissances ont intérêt à ce que sur la terre, et notamment en Afrique, qu'il y ait de stabilité, qu'il y ait de développement pour que ces migrations qui ne sont souvent pas souhaitées, qu'on en finisse. Je vais peut-être un peu pousser le bouchon plus loin. Qu'est-ce que vous pensez que la France devrait faire concrètement ou peut-être qu'est-ce que vous pensez que la France devrait arrêter de faire? Qu'est-ce que je pense de ce que la France devrait arrêter de faire? Je pense que
la France devrait continuer, ok, à soutenir les États comme il le fait. Et je pense aussi que dans cette collaboration, surtout c'est ce que je pense, dans cette collaboration, il faut que les États africains sachent que nous sommes vraiment souverains et qu'on travaille à tendre moins la main et qu'on travaille effectivement à se vendre cher pour que dans les relations, que ce soit genre patron-patron ou souverain-souverain. C'est ce que je pense. Autrement dit, l'éclosion de la jeunesse africaine pourrait passer peut-être par plus de souveraineté? Naturellement. Naturellement. Et moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas extrémiste en disant il faut fermer les frontières, il faut vivre en autarcie. Non, non. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie. Décider de vivre en autarcie, on vous dira, par exemple, l'avion que vous prenez, est-ce que c'est vous qui avez fabriqué? Vous comprenez? Et puis, si vous commencez par poser ce genre de questions, c'est que, franchement, vous avez des ressources sous la terre, vous avez des ressources en matière de la jeunesse et tout, mais vous ne pouvez pas utiliser le potentiel que vous avez. Donc, il faut de façon intelligente savoir collaborer. Et mon frère, si je suis ton ami et que tu viens de temps en temps chez moi, et que quand moi je viens chez toi, tu me donnes jamais de l'eau, ça serait difficile. L'amitié, un peu comme on le dit vulgairement chez nous, l'amitié n'est pas une prise en charge. Et dans la collaboration aussi ne devrait pas être une prise en charge intégrale. Vous me donnez quelque chose, il faut qu'en retour, qu'on je sois obligé de le faire. Et c'est à cette condition qu'un jour, les États africains eux-mêmes peuvent commencer par dire exactement, je vous avais donné, j'ai produit tel produit chez moi, et je peux essayer de dire, voilà le prix. Parce que dans la relation, nous travaillons à assainir l'image, à redorer du moins sur le blason de la souveraineté, de l'État de droit dans lequel nous sommes. Vous avez évoqué tout à l'heure la coopération entre les États, notamment je vais axer mon propos sur la question du Nord et du Sud. Des initiatives ont déjà été entreprises par des institutions européennes et même internationales. En novembre dernier, par exemple, c'était l'initiative Boost Africa qui était lancée, un projet qui vise à utiliser les ressources locales pour créer l'emploi et promouvoir l'auto-entrepreneuriat. Oui. Est-ce que vous pensez que la solution aux problèmes africains pourrait venir de ce genre d'initiative? On ne peut pas dire globalement que la solution viendra d'un seul point. Le problème que nous avons en Afrique, c'est un ensemble de solutions. Je peux dire c'est un package de solutions qui va apporter définitivement une bouffée d'oxygène au problème. Et ça peut contribuer largement. Et ce n'est pas l'unique solution pour pouvoir faire ça. Tout à l'heure, quand vous avez posé la question d'innovation, j'ai remonté, je suis allé plus loin en parlant de la formation, de l'aspect éducation. Donc c'est un ensemble de problèmes. Mais globalement, le développement de l'Afrique ne passera surtout qu'à partir de l'Afrique elle-même. Et je voudrais inviter nos chefs d'État à beaucoup plus de vision, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement aux côtés notamment de la jeunesse, parce que, comme l'a dit, qui sème dans la jeunesse, sème pour rassurer aujourd'hui, et un peu comme, comment dire, une tontine ou une épargne pour le futur. Okay. Donc c'est important. Smith Herman, justement, nous allons finir par là. Un sommet comme celui-ci, le sommet Afrique-France, est-ce que vous pensez que cela pourra changer véritablement la donne? Non, c'est vrai que les sommets, les forats, les conférences, nous connaissons sur le continent. Et généralement, je ne veux pas vraiment peindre tout en noir, mais généralement, on voit ce qui en sort. C'est vrai, a priori. Mais c'est important quand même, de temps en temps, de pouvoir écouter les jeunes, de pouvoir se rassembler dans un lieu, de réfléchir et de parler, mais de façon sincère. Donc c'est pour ça que nous apprécions l'initiative, nous encourageons l'État malien par rapport à cette initiative et nous encourageons, nous félicitons tous les jeunes qui ont fait, tous les gouvernements qui ont envoyé des délégations. Ceci dit, mais les thèmes fanfares, les thèmes grands, choisis, jeunesse, entrepreneuriat, dépendance, jeunesse, emploi, et qu'au finish, franchement, nous ne sentons rien. C'est ça qui est la vraie question. Nous voulons vraiment qu'on quitte aujourd'hui la théorie, qu'on quitte aujourd'hui les promesses à la réalisation concrète, aux actes, pour pouvoir être en harmonie avec le temps et avec la jeunesse. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons faire. Et je voudrais rebondir sur une question qui m'avait été posée, que tu m'avais posée tout à l'heure par rapport à la France, au-delà de la souveraineté, au-delà de tout. Mais dans la souveraineté dont je parle, il faut voir un peu l'appui que la France a toujours donne aux États africains. Il faut qu'on continue comme ça sans s'ingérer dans la gestion interne de ces États. Donc, vous souhaitez que la France arrête de s'ingérer dans les affaires internes africaines, autrement dit?
Exactement. Je n'ai pas dit que la France est gère, mais je dis que c'est de continuer à soutenir les politiques sectorielles de ces différents États, accompagner le développement des États. C'est le rôle de quelqu'un qui veut le bonheur de son prochain, c'est de l'accompagner à être lui-même. Donc si vous êtes malade et que je vous donne une recette pour la santé et que vous guérissez, c'est qu'au moins j'ai contribué à quelque chose. C'est un peu comme ça que je caricature le rôle de la France dans le développement des pays africains. Ok. Smith Herman Awanjinou, merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prendra fin ce focus. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure dans le cadre d'un autre focus. Du 13 au 14 janvier prochain, la capitale malienne Bamako accueillera le 27e sommet Afrique-France pour le partenariat, la paix et l'émergence. Reportage, débat, focus, décryptage. Vivez du 11 au 15 janvier le 27e sommet Afrique-France tous les soirs sur Vox Africa, UBiz News et Equinox Télévision.